Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre soirée électorale, une soirée électorale où nous aurons un plateau qui va tourner. Nous avons déjà 5 invités sur ce plateau. Justine Bénin, candidate dans la 2e circonscription, est avec nous. À ses côtés, nous avons, passera à droite du plateau, donc nous avons Daryl Pézeron, qui est un jeune, mais il vote dans la 1re circonscription. Exact. Juste à côté, nous avons Béclair Tabja, dans la 3e circonscription. Et puis de l'autre côté, Sidji Esdras, qui elle était candidate dans la 3e circonscription, et Coudray Jordan dans la 4e circonscription. Bonsoir et merci d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, la parole à Justine Bénin, mais juste avant, j'aimerais quand même vous rappeler quelques résultats. Nous partirons sur le plan national où nous avons des résultats qui vont certainement se peaufiner d'ici demain. Sur le plan national, donc, au coude à coude, la NUPES, donc la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, qui sort avec 26,20%. Donc, il y a la France Insoumise, le Parti communiste, les écologistes, le PS, qui forment donc cette union populaire, écologique et sociale. En 2e position, ensemble avec 25,9%, donc la République En Marche, et puis nous avons le centre aussi par le MODEM. Le Rassemblement national, lui, 18,8%. LR UDI, 11,31%, Reconquête 4,25%, les divers 3,82%, et puis ensuite ça se décline avec la gauche 3,35%, 1,87% pour la droite, le centre 1,33%, l'extrême gauche 1,19% et les régionalistes 1,09%. Voilà un petit peu pour le plan national. Alors coude à coude entre la NUPES et puis ensemble, nous verrons bien au 2e tour ce qui se passera. En ce qui concerne la Guadeloupe, nous avons donc sur les circonscriptions, je débuterai avec la 1re circonscription où on retrouve donc Olivier Servat qui sort en tête avec vraiment un nombre de voix suffisant, on va dire, pour qu'il puisse se détacher largement, 7766 voix. Derrière, nous avons donc Dominique Biras, 2685 voix, Nadège Montou, 2364 voix, Alix Nabajot, 2332 voix, et puis Monsieur Fabulas, 1237 voix, Jacobico Ali Francillon, 795 voix, et ensuite Monsieur Civilis Christian, CC Raphaël, et puis nous poursuivons sur cette circonscription avec des candidats qui, bien sûr, ont des voix moindres, notamment sur la 2e circonscription, nous retrouvons pour ces élections Justine Bénin qui sort en tête avec 6468 voix, suivi de Christian Baptiste avec 5532 voix,
Monsieur Tola Michel, 3068 voix. Girdari Ramsamy, 2497 voix. Tolassi Ludovic, 1152 voix. Et ensuite, Couvin Pauline, 430 voix. Et on se retrouve après avec Madame Delaney Clara Christiane, 241 voix pour cette circonscription, la deuxième. Maintenant, la troisième circonscription. Monsieur Rodi Tolassi, 4164 voix. Max Mathiasin, 3508 voix. Chamougon Anno Sylvie. Alors, Monsieur Ferdi Louisi, juste avant Madame Chamougon Anno Sylvie, 2917 voix. Madame Chamougon, 1924 voix. Madame Aigle Marie-Laure, 1731 voix. Monsieur Lapin Raphaël, 1711 voix. Et Monsieur Toribio José, 1417 voix. Alors, Esdra Sidji, qui est sur ce plateau, 267 voix. Nous verrons avec elle tout à l'heure ce qu'elle pense du score qu'elle a obtenu sur cette circonscription. Maintenant, pour la dernière circonscription, la quatrième, nous avons Élie Califère avec 6126 voix, Marilus Panchard, 3154 voix, Madame Pesley Yanetti, 2389 voix, Monsieur Ramassamy Jean-Yves, 1324 voix, Monsieur Parent-Germain, 935 voix, Madame Civis Marguerite, 625 voix, et puis Monsieur Coudray Jordan, 287 voix. Voilà un petit peu un rappel. Je ne vous ai pas donné tous les résultats de cette circonscription, mais vous avez ici un aperçu de ce qui s'est passé au niveau de ces élections législatives, donc le premier tour, qui pour nous était le 11 juin. Voilà, un petit rappel. Alors maintenant, je débuterai avec vous, Justine Bénin. Comment avez-vous vécu cette élection? Comment avez-vous vécu cette campagne des législatives? Bien vous dire que j'ai vécu une campagne très intense sur le territoire de la deuxième circonscription, Danse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, Le Moule, La Désirade, Saint-François, Sainte-Anne sur le Gosier. Mais si vous permettrez, j'aurais aimé dire quand même deux mots s'agissant de cette élection-là même. Tout d'abord, dire que je regrette que le grand gagnant de cette élection soit l'abstention. L'abstention dans la deuxième circonscription, j'ai vu en Guadeloupe, mais aussi au niveau de l'Hexagone. Ça voudrait dire qu'il y a un signal fort, qu'il faudrait faire de la politique autrement, parce qu'on ne peut imaginer une démocratie vivante sans une citoyenneté active. Donc ça voudrait dire qu'il faille expliquer, toujours être au contact de la population, faire plus de pédagogie, aller à la rencontre et bien sûr tenter et faire de la démocratie participative. Je reviens à votre question, une belle campagne, une joie, en tout cas moi j'ai toujours la joie au cœur de retrouver, d'être en contact direct vis-à-vis de notre population, de la Guadeloupe, singulièrement de la deuxième circonscription. Et ce corps à corps que j'aime, bien sûr, surtout que je présentais mon bilan, même si la population, je pense, du fait de ma permanence, du fait que j'étais très souvent proche de cette population, très active et très engagée au niveau de cette deuxième circonscription, voilà 5 ans. Donc pour moi, relativement dans la joie, j'aime les gens, je suis mais vraiment très active sur cette circonscription. Donc vous me demandez comment ça s'est passé avec l'ensemble des soutiens, avec mon suppléant Bernard Pancrel, dans la joie, dans la bonne humeur et surtout aller à la rencontre de cette population qui des fois nous expliquait leurs souffrances, leurs douleurs, leur exaspération, quelle colère bien sûr légitime. Alors voilà, maintenant sur les communes, j'ai un petit peu regardé commune par commune. Alors vous êtes sorti en tête sur quasiment toutes les communes, on va dire. Qu'est-ce qui a fait votre force, notamment à Sainte-Anne? Eh bien, si vous me parlez des communes, dire vraiment que je remercie l'ensemble des électrices et des électeurs qui m'ont porté largement en tête.
c'est dire la confiance que les électrices et les électeurs ont en moi. Ils ont vu une femme au travail, une femme engagée, toujours combative et conquérante, une femme qui est venue devant eux avec un bilan. Fort de ce bilan, parce que je suis montée au créneau sur les grands chantiers des sujets qui dataient depuis 30-40 ans. Vous me posez la question, qu'est-ce qui a fait à Sainte-Anne? Eh bien, les soutiens. L'ensemble des soutiens et des amis qui m'accompagnent sous cette circonscription. Et à Sainte-Anne, j'ai des soutiens qui sont sur le terrain, au contact de la population. Et bien sûr, cet amour que j'ai pour les gens, mais aussi la population a compris le sens du message et bien sûr les axes que je leur proposais avec Bernard Pancrel et l'ensemble des amis de Sainte-Anne. Pensez-vous que la population de cette circonscription s'est basée sur vos actions parlementaires ou est-ce que c'est votre personnalité? Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence? Votre discours, vous savez, les propositions? Les élections législatives, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, avec sa population, avec la population. Bien sûr, il y a l'équation personnelle, il y a le bilan, il y a le discours. Et puis, les gens me connaissent. Ça fait un petit moment que je suis sur le territoire. Les gens connaissent mon intérêt pour le territoire, pour la circonscription. Ils connaissent mon intérêt, aussi ma combativité sur les sujets. Ils m'ont vu à l'œuvre, ils connaissent la femme que je suis. Et donc, je ne viens pas avec un masque, je viens en étant cette femme citoyenne, active, engagée, proche d'eux et surtout efficace sur certains dossiers. Alors c'est vrai qu'on peut mieux faire, qu'on peut aller toujours plus loin. Et c'est ce que je leur proposais en leur demandant de me renouveler leur confiance avec Bernard Pancrel. Alors vous avez à côté de vous des jeunes qui étaient aussi candidats aux élections. Des jeunes qui ont voulu s'engager, qui ont voulu porter, on va dire, la voix des travailleurs, notamment avec Jordan Coudray dans la 4e circonscription. C'était une élection difficile pour vous, Jordan Coudray. C'était une élection test. Comment avez-vous abordé cette question? Alors la campagne s'est très bien passée. En fait, dans ces élections, il s'agit pour nous, ça a été une occasion pour nous de nous adresser plus largement aux travailleurs, aux classes populaires dans la population, pour pouvoir mettre en avant nos idées et dire que cette société, il y a vraiment beaucoup de problèmes et qu'il faut la renverser. Donc, je remercie les 287 électeurs qui ont mis un bulletin Jordan Coudray dans l'urne et qui ont affirmé, qui participent à faire vivre en fait ces idées, les idées communistes révolutionnaires dans ces élections et qui ont affirmé avec nous que il faut renverser cette société. Pour vous, c'est un bon début? Nous allons aux élections pour défendre nos idées. Donc, c'est des idées qui sont clairement réfléchies et il n'est pas question en fait d'ajouter ou d'enlever des choses pour se faire plus de voix. Nos idées sont claires. Donc, si j'avais eu plus de voix, ça aurait voulu dire ou le jour où j'aurais plus de voix, ça voudrait dire que il y a un renouveau de la conscience de classe. Les travailleurs ne sont pas encore prêts pour se mettre debout et vous porter? Aujourd'hui, on voit clairement dans les élections, ce qui arrive en avant, c'est l'abstention. Et l'abstention qui est massive. Donc on regrette cette abstention on la comprend parce que on comprend que les gens en ont marre justement d'entendre des promesses dans les élections, des promesses qui ne sont pas tenues au final. Donc on comprend cette abstention. Mais justement, notre participation aux élections, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour dire que
on peut exprimer quelque chose, on peut exprimer son mécontentement aussi avec un bulletin. C'est aussi pour ça qu'on se présente, pour que tous ceux qui sont déçus, qui sont révoltés par cette société puissent mettre un bulletin pour exprimer cette colère-là. Ouais. Et pour vous, Sidji Esdras, vous êtes aussi, du côté des travailleurs. Vous êtes des jeunes, on a vu 4 jeunes pour les circonscriptions. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué concrètement pour avoir une liasse populaire ou pour avoir plus de voix? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le camp des travailleurs s'est fait représenter, s'est fait entendre dans ces élections. Et ça, on en est très content. Dans les 4 circonscriptions, on a mené campagne, on s'est fait entendre sur un programme de lutte. Pour commencer par dire que le système capitaliste dans lequel on vit est un système qui nous emmène droit dans le mur et que nous, on milite pour le renverser. Et que c'est un système dans lequel une minorité s'enrichit aux dépens de la majorité des travailleurs, de la population, et qu'il est dans notre intérêt à nous, travailleurs, exploités, chômeurs, petits retraités, petits artisans, de se faire entendre et de revendiquer notamment des augmentations de salaires, de pensions, d'allocations, parce que les prix ne vont pas arrêter d'augmenter. Les prix vont continuer à augmenter et si les revenus des classes populaires n'augmentent pas en même temps, on aura de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. D'ailleurs, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se serrent les dents, qui ne savent pas comment ils vont finir les fins de mois. Donc, on s'est présenté pour dire ça, pour défendre les augmentations de salaire, pour défendre aussi le fait que personne ne doit gagner moins de 2 000 € net par mois. Et ça, c'est un minimum vital. Et dire aussi que c'est contre le chômage, il faudra partager le travail, le répartir entre tous. Il ne s'agit pas qu'il y en ait qui se tuent au travail, qui fassent 10 heures, 12 heures de travail par jour, alors qu'il y en a qui sont au chômage. Le plus logique, c'est de répartir le travail. Mais on est face à un grand patronat et un État qui ont absolument envie de faire du profit et des bénéfices et des économies à tout prix et qui, du coup, broient et exploitent et continue en fait à couper, à hacher. Donc voilà, l'abstention veut dire quelque chose, comme disait mon camarade, ça veut dire que toute une partie de la population est déçue, ne se sent pas concernée et d'une certaine manière, c'est vrai, ce ne sont pas les élections qui vont changer le sort des travailleurs et de la population. Ce sont les combats, les luttes sur le terrain, dans les entreprises, dans les quartiers, en créant des comités de lutte, en s'organisant pour se battre, pour défendre nos intérêts. Mais nous, à Combat Ouvrier, on utilise les élections pour se faire entendre. Mais ne nous faisons aucune illusion sur ce que représentent réellement les élections dans ce système capitaliste où, en fait, les grandes décisions, les décisions importantes sont prises au plus haut sommet, dans les cabinets confidentiels, chez les actionnaires des grandes entreprises. En fait, c'est là que sont vraiment prises les décisions. Macron, les présidents de la République et les élus, en fait, ils sont à la solde des gros possédants, des gros capitalistes qui financent des campagnes électorales, qui donnent les ordres, en fait. Voilà. Justine Benet, lorsque vous entendez le discours de ces candidats qui disent déjà que l'abstention représente quelque chose, alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, ce taux d'abstention? Et d'élection en élection, de toute façon, pas seulement sur ces élections législatives, on voit que l'abstention est la principale gagnante depuis quelques années maintenant. Tout d'abord, je souhaite féliciter notre jeunesse de Guadeloupe qui s'engage. Vraiment, bravo à eux, je l'ai dit en préambule de l'émission alors que nous n'étions pas à l'antenne. Moi, voir une jeunesse qui s'engage, j'en suis ravie et je suis très heureuse. C'est important pour notre démocratie, mais c'est important pour l'avenir du pays. Il faut ce renouvellement, cette régénération des hommes et des femmes qui œuvrent pour le pays. Et puis, deuxièmement, l'abstention. Je l'ai dit, c'est le grand gagnant de ces élections-là. Ça veut dire que les gens, les populations, il faut aller au-devant d'eux. Il faut expliquer, il faut faire une autre politique, faire de la politique autrement.
Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que demain, il y aura une démocratie vivante sans une citoyenneté active. Développer nos associations, développer les comités de quartier, développer des séminaires, des lieux où nous allons pouvoir échanger, où il y aura cette rencontre intergénérationnelle. Et ça, il est important de le dire. Par contre, là où je dis attention, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec les propos tenus par madame. Moi, je n'ai jamais été financée par les grosses entreprises. Je fais des prêts pour payer ma campagne électorale. Donc, je ne l'ai pas pris personnellement, mais je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de candidats qui font des prêts, notamment celle qui vous parle, moi-même. Et donc, des grosses entreprises n'ont jamais payé ma campagne électorale. Ça, peut-être, on le voit ailleurs. Je sais pas. Mais me concernant, je dis à la Guadeloupe que je fais des prêts pour payer ma campagne électorale ou des amis, parce que c'est légal, effectivement, ou des amis vous disent, voilà, nous allons t'accompagner et si vous avez un compte de campagne, c'est bien pour cela. Donc, Madame Bénin, vous savez très bien que ça existe et que, en fait, quand on a de l'argent dans cette société, on a le pouvoir. Mais vous savez, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, vous l'avez dit vous-même. Vous êtes portée candidate, 1, pour défendre vos idées. 2, pour faire entendre la voix des travailleurs, vous avez dit. Mais la voix des travailleurs, vous n'êtes pas les seuls à les porter, la voix des travailleurs. Mais vous l'avez fait et c'est important. 3, effectivement, vous êtes dans le cadre de combat ouvrier. Et ça, vraiment, pour une jeunesse qui s'engage dans le combat ouvrier, je dis félicitations à eux. Voilà. Maintenant, Tabja, donc vous n'étiez pas vos élections, vous avez regardé un petit peu ce qui se passe, vous faites partie de la 3e circonscription, vous êtes jeune. Alors, comment avez-vous, en tant qu'observatrice de tout cela, qu'est-ce que vous avez réellement pensé de ces élections? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment avez-vous vécu ces élections? Est-ce que ça vous a vraiment intéressé ou pas du tout? Est-ce que vous faites partie des abstentionnistes? Ça, bon, vous pourrez le dire ou pas, mais en tout cas, comment avez-vous ressenti les choses? Comment avez-vous perçu ces élections? Alors, en toute honnêteté, je ne peux pas dire que je suis simplement observatrice des élections législatives. J'y ai pris part pas en tant que candidate, mais j'ai participé à la campagne d'un candidat dans la 2e circonscription. Donc, je ne peux pas dire que je suis totalement... je suis juste observatrice. Alors, moi, les élections... Vous avez participé à la campagne? Oui. Dans la 2e circonscription, voilà. Donc celle de Madame Bénin. Exactement. Alors, l'abstention, pour moi, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire que les gens n'arrivent même pas à croire en le fait que s'exprimer et dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui est représenté, en votant blanc, par exemple, ça soit entendu. Pour moi, c'est une catastrophe, tout simplement, que l'abstention soit la grande gagnante. Je ne sais pas si les gens sont conscients que de ne rien faire, ça sera exactement le même résultat que ceux qui ne veulent pas. Donc, voilà, pour moi, c'est c'est une grande catastrophe, l'abstention, tout simplement. Voilà, parce que les gens qui ne votent pas, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe sur la place politique. Mais sauf qu'ils ne font pas le geste de l'exprimer clairement à l'État contre lequel ils veulent, à la gouvernance contre laquelle ils ne sont pas d'accord. Vous avez accompagné un candidat. C'était la première fois pour vous ou pas? Que j'ai accompagné un candidat sur toute une campagne, oui. Sur toute une campagne, oui. Oui, c'est la première fois. Ouais. Et comment avez-vous vécu alors cette campagne? Alors, ça demandait beaucoup d'énergie. Madame Bénin a dit que c'est extraordinaire que les jeunes osent se présenter. C'est vrai parce que c'est assez compliqué quand on n'est pas dans un parti ou autre. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire parce que pour l'énergie que ça demande, pour tout ce qui est exigé et dont, même si on a lu tous les textes, on n'est pas prévenu à l'avance, pour tout ce qui est de dernière minute, ça demande effectivement beaucoup de se présenter et d'accompagner une personne qui se présente. Est-ce que vous avez l'intention un jour, vous, d'être
candidate Si je sens que c'est ma place un jour, au jour d'aujourd'hui, non. Mais si je sens que c'est ma place un jour d'être sur la place politique, je le ferai s'il le faut, parce que je suis. Pourquoi dites-vous aujourd'hui non, c'est pas votre place? Parce que je ne pense pas avoir les compétences pour être ni maire, ni député au jour d'aujourd'hui, qu'il me manque une formation. Ça ne se fait pas juste parce qu'on a envie. Vous dites ça ne se fait pas juste parce qu'on a envie? C'est pas juste parce qu'on a envie d'avoir une place qu'on est censé se présenter sur la place politique et la demander. Il faut être sûr d'avoir les compétences, d'avoir bien compris c'est quoi le rôle où on veut se positionner. Alors pour ce deuxième tour, votre candidat n'a pas été retenu? Non, il n'a pas été Non. retenu. Donc pour ce deuxième tour, est-ce que vous avez l'intention de poursuivre et d'aller vers un des candidats retenus Alors, pour je le vote deuxième tour? dans la troisième circonscription. Oui, j'ai bien l'intention de voter pour un des candidats qui a été retenu. Vous votez dans la troisième circonscription. Et vous avez accompagné quelqu'un de la deuxième circonscription. Exactement. Mais pourquoi pas la troisième circonscription? Parce que la personne que j'ai accompagnée, je crois, avant de m'intéresser, si j'avais eu le choix, si j'avais su avant qu'il se présentait, j'aurais pas pu voter pour lui, mais je crois en ce qu'il avançait, en ses compétences et en ce qu'il proposait, j'y crois. Donc c'est la personne que j'ai estimé que je devais accompagner, que je pouvais et que je devais. Vous ne voulez pas nous donner le nom de cette Monsieur personne? Ludovic Tolassi. Monsieur Tolassi. Voilà. D'accord. D'accord. Maintenant, Daryl, un habitué de ce plateau. Daryl qui observe un petit peu tout ce qui se passe. Ah, tu connais un peu ma réticence un peu avec le monde politique, mais j'ai pu regarder d'un œil un peu ces élections. Et pour ma part, je pense qu'il y a eu 2% de moins, je crois, de votants comparé il y a quelques À années. 2017. Et Non, plus. pas autant, enfin moins de 2%, on est bien d'accord. Oui. Et je pense que, vu qu'il quand même il y avait eu un sursaut lors des élections présidentielles, pour ma part, hein, j'estime que c'est juste qu'il y a eu un problème de communication pour ces élections. Et en plus du fait que, en Guadeloupe, que les élections se soient arrêtées à 18h comparé à l'Hexagone où ils ont pu voter jusqu'à 19h et plus, peut-être que Est-ce que ça a changé quelque chose? Pour ma part, je n'ai pas pu voter à cause de ça. Donc je tiens déjà à le dire. Et pour ma circonscription, c'est vrai Daryl, que... c'est la première circonscription. Hmm? C'est la Oui, c'est première pour circonscription. la première circonscription. C'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication, que ce soit les débats TV et tout, avec l'ensemble des candidats qui puissent parler tous ensemble pour qu'on puisse se faire une idée de ce que chacun... Canal 10 l'a fait, hein? Oui, mais bon, peut-être que j'ai pas pu le suivre intégralement. Pardon? TV a donné une bonne parole, mais vous êtes les seuls à avoir fait un débat. Même la télé publique. Voilà. Vous voyez, et je pense qu'il y a eu un gros problème de communication avec l'ensemble de nos médias. Bon, Canal 10 a fait son devoir, mais pour ma part, je trouve qu'il y a eu un manque de communication. Et je n'ai pas pu voter malheureusement, mais pour le second tour, je tiens à le faire. Et même s'il y a eu ce manque de moins de 2% de la population qui a voté comparé à avant, si il n'y a pas de communication, il n'y aura pas forcément d'intérêt. Et en plus de ça, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte un peu le rôle qu'a un député sur notre archipel. Les candidats? Les candidats? Non, ou... les électeurs ne se rendent peut-être pas compte aussi, surtout les jeunes, de l'impact qu'a un député, en tout cas sur notre archipel, puisque ce sont eux qui sont amenés à voter les lois, à proposer des lois qui seront plus ou moins conformes un peu à la réalité auquel nous vivons, en plus de d'autres pouvoirs qu'ils ont droit, comme faire appel lorsque le gouvernement fait passer un article par 49.3, ou alors même être capable de destituer le président s'il a commis une faute. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un pouvoir qui n'est pas des moindres, en plus avec le Sénat. Et je pense que si on faisait un peu plus de travail à ce niveau-là, un peu plus de communication, je pense qu'il y aurait un peu plus d'engouement, en tout cas pour ma part. Alors, Et le seul truc que je regrette, Oui. c'est qu'on soit encore dans un stade où certains candidats, peu importe les circonscriptions, se mettent encore à mettre des chansons.
pour faire passer, pour se faire entendre et tout. Il y en avait un qui disait oui, votez pour moi, je serai votre roi et tralala. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'on soit encore à un stade où on veut amuser la galerie pour faire passer des messages qui sont importants. Un député, ce n'est pas là pour avoir une couronne et se pavaner à l'Assemblée. Il est là pour représenter une partie de la population et surtout faire en sorte que les communes dans lesquelles il est circonscrit puissent être entendues en fait. Un candidat disait votez pour moi. Dans une autre chanson en tout cas, ça disait qu'il sera notre roi. Et j'étais là, ah, eh ben, d'accord, intéressant. Mais bon, je ne dirais pas le nom de ce candidat. Mais dans quelle circonscription? Je préfère laisser... Parce que si je dis ce sera trop facile de le retrouver, mais je me dis qu'il faut qu'il y ait un peu plus de sérieux et de responsabilité derrière ce genre de choses. Et ça se trouve que ce candidat n'a pas été retenu? Il n'a pas été retenu, effectivement, dans tous les cas. Donc maintenant, ça sert à... Non, mais... à pas grand-chose de dire. J'espère que ça lui servira de leçon. Mais je pense que ces élections, que ce soit les présidentielles, les députés et bientôt le Sénat, je ne sais pas quand c'est le Sénat actuellement, 2023, ce sont des événements importants qui sont là pour justement répondre à l'ensemble des problématiques que nous rencontrons. Et je suis assez attentif sur ce qui va avoir lieu et je félicite en tout cas les jeunes qui sont représentés, notamment ceux qui sont sur le plateau, même notamment Raphaël Lapin qui s'est présenté et d'autres jeunes que je ne connais pas malheureusement, qui montrent que quand même la jeunesse, quand elle a envie, elle sait se présenter, faire porter sa voix et ce soir, nous avons un plateau de jeunes. Oui, exactement. Donc, on peut se dire que ça promet. Pardon? Elle n'est pas jeune, Madame Benet? Non, j'ai dit je suis jeune. Elle a dit tout, c'est dans la tête. Elle a raison, donc la jeunesse, c'est dans la tête. Bon, on n'ira pas plus loin sur l'aspect jeunesse, mais quand on regarde les 3 députés, puisque Madame Vainqueur ne se représentait pas à cette élection, les 3 députés sortants sont retenus pour le deuxième tour. On peut se dire que cette population a quand même validé quelque part, en tout cas, les votants ont validé quand même le fait que les députés sortants ont quand même œuvré comme ils le souhaitaient. Peut-être que je ne sais pas comment la population a pris son choix en tout cas pour élire les députés sortants. Est-ce que c'est par rapport à leur travail, comme Madame l'a si bien dit, ou par méconnaissance du rôle du député? Et pour ma part, c'est vrai qu'en tant que jeune, on va dire, le regard que j'ai de l'extérieur, notamment lorsque j'apprends qu'il y a un député guadeloupéen, ou même... Est-ce que les gens votent comme ça, sans savoir? Est-ce qu'on peut réellement dire cela? Parce qu'on entend, hein. Parce que je me pose la question sur l'impact de nos députés à l'Assemblée nationale, puisque à chaque fois que, je prends l'exemple d'Olivier Servat, qui faisait des propositions de loi pour la Guadeloupe et tout, souvent il expliquait qu'en tant que député... ultramarins, on a du mal par moment à se faire entendre à l'Assemblée nationale et moi je me dis bon, enfin vous me direz si oui ou non il y a pas ce désavantage mais cette difficulté que vous rencontrez lorsque vous êtes à l'Assemblée de pouvoir vous faire entendre. Après c'est vrai que pour ma part je prends note de leur présence. Mais est-ce qu'ils ont un véritable impact au quotidien par chez nous? Ça, c'est une question que je me pose dans la vie de tous les jours. À la différence d'un maire d'une commune et tout qui... C'est pas pareil. Oui, je sais que c'est pas pareil. Je sais que c'est pas pareil parce que c'est pas la même fonction. Parce que vous faites des propositions de loi et vous votez contre ou une voix en particulier, en plus de venir assez souvent à l'Assemblée. Et après, bon... Quand il y a eu le souci, par exemple, du vaccin ou quoi, c'est vrai qu'on a entendu la plupart de nos députés
Mais je ne pourrais pas dire est-ce qu'il y a eu un poids véritable vis-à-vis de ça ou non. Non, mais il faut quand même mettre un curseur là. Avant de parler du rôle du député, je dirais, pour rejoindre madame, le vote des femmes, c'est 1946. Donc quand effectivement il y a ce taux d'abstention, vous dites attention et vous avez raison. Le vote des femmes, c'est 1946. C'est pour ça, moi, j'encourage les gens à aller voter et non pas à rester au niveau de l'abstention. Deuxièmement, vous avez fait le parallèle entre un maire et un député. C'est deux fonctions totalement différentes. Les Guadeloupéens savent faire la distinction entre le vote de leur maire, le vote qui est un mandat de proximité par excellence, le vote du conseiller départemental ou le vote de l'exécutif régional. C'est très, très important. Les Guadeloupéens nous ont démontré qu'ils savent faire leur choix et qu'ils savent faire leur distinction. Ça, c'est important. Le maire s'occupe du quotidien. Il y a une difficulté de voisinage, il y a une difficulté d'entretien des poubelles, même si aujourd'hui, c'est de la compétence des communautés d'agglomération, mais c'est le maire que les gens vont voir. Lorsqu'il y a un deuil, il y a une difficulté au niveau de la famille, qui est-ce que les gens vont voir en premier? C'est le maire qui a un mandat de proximité par excellence. Or, le député, qui est un législateur, donc qui vote et qui fabrique les lois, qui contrôle l'action du gouvernement et qui évalue les politiques publiques et qui est un relais et une interface entre le territoire et les collectivités majeures, en tout cas le territoire avec les collectivités majeures et le gouvernement, et avec les différents acteurs et les forces vives du territoire. Il y a 577 députés à l'Assemblée nationale, 577 ambassadeurs des territoires de la République, qui tous ont des difficultés. Sauf que nous, en Outre-mer, nous avons ce qu'on appelle, entre guillemets, ce que les gens disent, moi je n'aime pas le dire, un rattrapage à effectuer parce que nous avons des problèmes structurels qui datent depuis 20, 30, 40 ans. Et il faut être en capacité de les régler. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les 4 députés à l'époque, nous avions voulu, eh bien, travailler ensemble pour justement monter au créneau sur les grands sujets. Est-ce que vous avez vraiment pu travailler ensemble? Nous avons pu travailler ensemble parce que nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la délégation Outre-mer sur beaucoup de sujets. Lorsque vous arrivez, à l'époque, on a voulu faire le groupe Outre-mer, mais nous avons vu que ça n'avait pas marché. À l'époque, donc vous aviez mon collègue à La République En Marche, M. Mathiazin et moi-même au niveau apparenté, au niveau mouvement démocrate, et Mme Vainqueur au niveau des socialistes. Dès lors qu'il s'agissait des grands sujets, eh bien, on mettait la casquette intérêt supérieur de la Guadeloupe. Parce que ça aussi, il faut savoir le faire. Parce que au niveau de l'Assemblée nationale, vous êtes dans des groupes parlementaires, c'est le fonctionnement du Parlement. Mais c'est vrai, quand vous voyez les Corses, ils sont dans des groupes opposés. Mais dès lors qu'il s'agit d'un grand chantier corse, ils sont ensemble. Je prends le cas, lorsqu'on a voulu supprimer des postes au niveau de l'éducation nationale, nous avons été ensemble. Députés, sénateurs, nous avons été ensemble. Sur l'eau, nous avons été ensemble. Sur le financement de l'hôpital, nous avons été ensemble. Et allez voir le rapport, le bilan de la délégation Outre-mer, vous verrez que sur nombre de sujets, nous avons été ensemble sur beaucoup de chantiers. Donc, mais que sur les sujets du coup qui n'ont pas abouti ou qui n'ont pas de... Enfin, mis à part l'hôpital, on n'a pas de résultat. Ah non, il y a des sujets qui ont été aboutis, madame. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Le sujet que vous avez cité, mis à part l'hôpital, qui est en construction, qui va être fini bientôt, je ne vois pas quel résultat on a. Mais rappelez-vous, le chantier, avec la suppression des postes, nous avions eu des résultats quand même. Parce que nous avions été voir Jean-Michel Blanquer. Lorsque pour le centre pénitentiaire de Bémao, nous avons eu des résultats. Le chantier a démarré. La maison d'arrêt de Basse-Terre, nous avons eu des résultats. Et d'autres chantiers encore. Donc il faut savoir que moi je suis d'accord à débattre. Et moi je peux vous dire, moi j'aime ça. Mais il faut voir ce qui a été fait. Moi, je ne suis pas dans la démagogie ni le populisme. Je dis qu'on aurait pu mieux faire et on peut toujours mieux faire. Mais il faut aussi pointer ce qui a été fait. La loi sur l'indivision successorale.
Moi, j'ai rencontré des avocats lors de la campagne électorale qui m'ont dit, attention, Madame Bénin, certes, la loi sur l'indivision successorale, c'est un premier pas, mais lorsque des frères et sœurs sont enclins à des disputes, où ils ne s'entendent pas trop, il faut peut-être revoir le dispositif. J'ai dit, pourquoi pas? Mais au préalable, il y a eu une discussion. Nous avons travaillé avec le député Serge Letchimy en délégation aux Outre-mer. Il y a eu des auditions, mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a des couacs et peut-être qu'il faille revoir le dispositif. Oui, on peut toujours mieux faire, on peut toujours aller plus loin. Alors c'est vrai qu'il faille aujourd'hui, dans le cadre des difficultés structurelles de notre territoire, la Guadeloupe, demander des adaptations. Je rappelle que dans le cadre de la Constitution, en tout cas au niveau de notre article qui régit le statut de la Guadeloupe, on peut déjà faire des adaptations. À l'époque, conseillère régionale, nous avons fait des adaptations, dans le cadre de la formation professionnelle et dans le cadre de l'énergie. Force est de constater que ce n'est pas tout le temps faisable. C'est la raison pour laquelle que nous montons au créneau. Des fois, il y a du mal, mais il faut négocier et gagner ces arbitrages. Et ça n'a pas été le cas, c'est vrai, sur tous les sujets sur lesquels nous sommes montés au créneau. Mais je dois vous dire, et vous avez dit pourquoi les 3 députés sortants? Pour le travail. C'était la première fois que c'était la nouvelle monture des parlementaires. Ça veut dire quoi? Des députés sans des postes exécutifs. Vous l'avez vu à l'époque, vous aviez des députés maires, députés présidents de département, députés présidents de région. Et là, avec la loi sur le non-cumul des mandats, vous aviez le député. Le député qui est arrivé et qui souhaite absolument travailler pour son territoire, être au service de son territoire. Et Max Mathiazin qui... Bon, je ne fais pas la publicité pour les collègues, qu'on ne puisse pas dire que je suis venue faire la campagne pour mes collègues qui étaient sur le transport, Olivier Servat, président de la délégation aux Outre-mer, et moi-même sur la santé, sur le chlordécone et autres, et Madame Vainqueur sur les chantiers, tout ce qui est énergie renouvelable et compagnie. Mais je dois vous dire que être parlementaire, c'est un travail de tous les instants, en commission, en hémicycle, mais surtout un travail de négociation pied à pied, parce que des fois, ce n'est pas facile de gagner ces arbitrages. Ce n'est pas facile. Et c'est la raison pour laquelle j'ai entendu beaucoup parler du groupe parlementaire des Outre-mer, mais il faut, moi je suis d'accord, dès lors que ça va être efficace pour nos territoires des Outre-mer, singulièrement pour la Guadeloupe. Okay. Mais il faut se dire que nous avions tenté en 2017 et nous n'y étions pas arrivés. Ça, il faut le dire. Et je pense que beaucoup vous le diront parce que nous avions réellement voulu le faire avec les Corses à l'époque, mais nous n'y sommes pas arrivés. Moi, je pense que justement, tout ce discours montre que même si on a de très très bonnes intentions, être député et défendre des dossiers au Parlement, ça ne suffit pas. Parce que depuis plusieurs années, on s'enfonce dans la crise, la situation de la population s'aggrave. Sur les questions de l'eau, c'est inacceptable qu'au XXIe siècle, on soit dans cette situation-là, dans un pays qui est censé être développé. Il manque 1 milliard d'euros sur la table pour pouvoir refaire entièrement le réseau, parce que c'est ça dont il est question. Le réseau, il est pourri de fond en comble, et c'est pas en refaisant un petit morceau, en mettant un petit pansement par là, etc., qu'on arrivera à régler ce problème. Il faut 1 milliard d'euros. Mais pendant des années, il y a une filiale de Veolia, la Générale des Eaux, qui a géré ça, et qui lui a demandé des comptes. Parce que la Générale des Eaux a empoché l'argent des factures. La Générale des Eaux a empoché de l'argent public, des subventions publiques, et s'en est allé. Qui est-ce qui lui a demandé des comptes? Alors aujourd'hui, nous, on défend l'idée que si on n'est pas 10 000, 20 000 dans les rues à bloquer
et à se faire entendre pour avoir le milliard qu'il faut, eh bien, ça ne se fera pas. Ça ne viendra pas de l'État qui a déjà fait comprendre qu'il a créé un syndicat mixte de gestion et débrouillez-vous avec ça. Eh bien, nous, on a intérêt à ne pas se débrouiller avec ça, justement, et à se battre pour avoir un réseau d'eau en bonne et due forme qui donne de l'eau potable à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut avoir un discours de responsabilité. Il y a une difficulté en termes de distribution d'eau potable, force est de le constater. Moi, je ne suis pas venue sur ce plateau pour donner des bons ou des mauvais points à quiconque. À quiconque. Nous savons très bien l'ensemble des problèmes. Il faut chercher à solutionner pour sortir de là. Ce qui s'est opéré, c'est la mise en place de ce syndicat unique. 2, le syndicat unique qui voit le jour avec son conseil syndical et la commission de surveillance. 3, les collectivités majeures qui, c'est vrai, se sont portées caution solidaire pour une garantie d'emprunt à hauteur de 60 millions. Et vous avez raison de dire qu'il y a une difficulté en termes de renouvellement de canalisation d'eau potable, mais aussi de mise aux normes des stations d'épuration. Et ça, c'est très important. Vous avez évoqué la somme du milliard. Je ne sais pas, je peux pas vous dire est-ce que c'est ça ou pas ça. Mais ce que je sais, et ça, nous nous sommes engagés, et moi en tout cas, je me suis engagée à demander à l'État un véritable plan pluriannuel d'investissement pour le renouvellement de nos canalisations et la mise aux normes des stations d'épuration. C'est un problème qui dure depuis plus de 30-40 ans. Moi, pardon ? Oui, 30 ans, 40 ans, j'ai la question. Oui, 40. Et en plus, je les me pose la agents question, sont en mouvement parce qu'ils ne savent même pas s'ils pourront être payés dans les mois et les années qui viennent. On en est là. Les agents, donc, ne dites pas ça, les agents vont être payés parce que moi, quand même, je me tiens informée et j'ai le président Francis très souvent en ligne. Et puis, vous dire que, attention à ce que nous disons. Surtout, vous êtes engagé et vous êtes quand même responsable dans votre engagement. Moi, je considère qu'en Guadeloupe, il faut discuter, négocier et ne pas tout de suite parler de blocage de la Guadeloupe. La Guadeloupe a déjà assez souffert comme cela. Nous vivons une crise sans précédent, sociale, économique. Il faut quand même faire attention. Avec la guerre en Ukraine qui s'ajoute, avec l'augmentation des prix, et vous l'avez dit vous-même, maintenant, la bouteille d'huile, vous avez vu augmenter. Il faudra penser à ouvrir le bouclier qualité-prix à d'autres produits. Je pense que entendre les travailleurs, connaître la souffrance de sa population, aller au plus proche de notre population, va nous aider. Et les hommes et les femmes qui sont en responsabilité connaissent cette souffrance et ces douleurs. Je le dis à chaque fois, on peut faire plus, on peut faire mieux. Mais il y a des choses qui se font et il ne faut pas faire comme si, rien ne se faisait. Attention à ce que nous disons, il faut quand même tenir un discours de responsabilité, au-delà de la responsabilité du rassemblement, parce que nous avons été trop divisés et surtout le peuple est en grande souffrance et il faut rester quand même proche d'eux. C'est le problème. Je trouve qu'il y a plein de questions intéressantes qui ont été soulevées ici. Alors, pour demander des comptes, il y a une enquête parlementaire sur la mainmise des entreprises privées sur l'eau potable qui a été publiée l'année dernière, si je ne me trompe pas, auquel je suis au courant, puisqu'on M. Zolassi y a participé. Pourtant, je vois qu'on parle du manque de canalisation, mais en attendant le milliard, en attendant que ça soit fait, en attendant qu'on essaie de trouver une solution, puisqu'on n'a toujours pas trouvé, je me demande pourquoi est-ce qu'il nous manquait 7 parlementaires lorsqu'il fallait voter le plan hors eau potable. Vous n'avez pas voté le plan hors eau potable. M. Serval l'a fait, M. Mathiazin, vous ne l'avez pas fait. Donc, en soi, il faut trouver des solutions. On est en responsabilité, c'est bien beau. Mais justement, en fait, quand on est pour la Guadeloupe, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça a été porté par M. Serval, qui est guadeloupéen, et par des députés hors outre-mer, et que nos députés n'ont pas fait en sorte qu'aujourd'hui, pour pallier au manque d'eau, les Guadeloupéens aient des solutions. Et vous avez aussi parlé de votre participation. Vous étiez présidente, si je ne me trompe pas, pour l'enquête parlementaire sur la chlordécone. Pour la chlordécone. Rapporteur. Vous étiez rapporteur, d'accord. Parce que moi, je ne sais pas, ce rapport n'est pas disponible, contrairement au premier rapport dont j'ai parlé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il le sera.
Si- Le rapport d'enquête parlementaire est sur, disponible. sur la chlordécone. Mais oui. Aujourd'hui, on va chercher sur les différents rapports. Il est disponible. Ah si, il est disponible. Ah, hein. d'accord. Tout Je vais d'abord, faire des attention à ce que vous dites. Hein. Il y a deux choses. C'est pour ça que je dis qu'il faut connaître le fonctionnement de l'Assemblée. Vous dites pourquoi c'est un député de l'Hexagone qui porte une commission d'enquête. Attention, vous avez des niches parlementaires et dans le cadre de ces niches parlementaires, eh bien, il y a des groupes qui en font la demande de cette commission d'enquête. En l'occurrence, c'était la France insoumise. Mais je vous pose la question. Qu'est-ce que vous savez du plan eau sec eau potable? Surtout que le plan eau sec eau potable, je rappelle, est venu dans le cadre des recommandations de cette commission d'enquête présidée par Mme Mathilde Panot, avec comme rapporteur Olivier Servat. Je rappelle que la loi sur l'eau, nous l'avions travaillée avant et nous avions évoqué cela qui existait déjà. Première chose. Deuxièmement, c'est pour ça qu'il faut connaître le fonctionnement. Je rappelle que dans l'ensemble des missions Outre-mer, le budget des Outre-mer, mis à part les ultramarins, qui a voté les budgets Outre-mer? Qui a voté le budget Outre-mer? Il faut savoir ce qu'on dit et il faut connaître le fonctionnement de l'institution pour qu'il n'y ait pas, de mauvaises interprétations. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours œuvré pour faire de la pédagogie à nos populations, expliquer. Je confirme, Voilà. le rapport est là. Maintenant, Mais le rapport est Oui, là. le rapport est là. Et Mais le rapport a été attendu par tellement d'associations et de populations, le rapport ne pouvait pas ne pas être disponible. En plus, quand j'ai fini et j'ai présenté ce rapport, eh bien, je l'ai envoyé à l'ensemble des associations, des forces vives et à l'ensemble des maires des collectivités régionales et départementales. Le rapport est disponible. Et même la mission parlementaire de Joël Beaugendre et d'Edmond Mariette est disponible sur le site. La question que je me pose, effectivement, par rapport au problème de l'eau, le chlordécone et tout, vu que ça fait plus d'une trentaine d'années que nous remettons le sujet sur la table, à quand ce sera derrière nous, en fait? Parce que je me dis, quand même, pour le problème de l'eau, vu que nous sommes tout le temps amenés à revenir, à recentrer le débat, que ce soit pour les présidentielles, pour les élections des mairies, pour les députés et autres, on revient toujours à ce point-là et je me pose la question, mais pourquoi? Est-ce que c'est un souci parce qu'il y a des personnes qui sont bloquées? Est-ce que je peux vous répondre? Je m'excuse, Monsieur Coudray. Parce que, là, en fait, je vais juste finir avec ça. Par moment, je me pose la question, est-ce que c'est parce qu'il y a eu des contrats de confidentialité dans certains secteurs de l'eau qui fait qu'il y a des personnes qui sont protégées aux yeux de la loi, qui empêchent justement... Non. Je vais vous répondre. Parce que, vu qu'on revient tout le temps dans ça, je me pose des questions à ce Monsieur niveau. Coudray, s'agissant du chlordécone, moi je suis député... Dari Pézeron. Monsieur Pézeron, pardonnez-moi. S'agissant du chlordécone, moi je suis députée depuis 2017. Et j'oublierai jamais, j'étais dans différentes associations et je me disais, mais c'est pas possible. J'avais été voir la mission parlementaire de Joël Beaugendre et d'Edmond Mariette. J'ai une amie qui est dans une institut de sondage et qui me disait, c'est la priorité, des priorités des Guadeloupéens, ce sujet d'empoisonnement au chlordécone. J'arrive à l'Assemblée nationale, je fais une rencontre. Le député de l'époque, qui aujourd'hui n'est plus député, président de collectivité de Martinique, et qui me dit c'est son sujet. Je lui dis mais il faut qu'on travaille ensemble. Un sujet qui n'avait pas encore été déballé depuis 40 ans. Or, les associations avaient porté plainte devant la justice depuis plus de 25 ans. Donc moi, je ne suis pas rentrée dans le sujet pour faire du buzz ou du tapage. Et je vous dis, j'ai eu 5 lettres de menaces de mort. Et pire encore, on m'a demandé de laisser cette commission d'enquête. Mais j'ai été jusqu'au bout. Donc c'est vous dire que ce n'était pas facile. Une commission d'enquête. Ce n'était pas facile du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'était le point de départ de la vérité, de la transparence sur un sujet ô combien douloureux et qui, pour certains, était éminemment dangereux. Ben oui, l'empoisonnement de nos terres pour des siècles. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc moi, ce n'est pas pour faire le buzz en Payadin pour Ayadin. Il fallait vraiment apporter une réponse politique. Aujourd'hui, c'est vrai que la justice, le tribunal de Paris, a donné un non-lieu.
Moi, j'ai demandé aux associations. Mais oui, parce que le Ça, c'est un politique scandale. et la justice, mais vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs. Moi, j'ai demandé aux associations d'exercer tous les voies de recours moyens et tous les voies de recours possibles et inimaginables. Parce que ça s'apparente à un scandale. Ah non, ça s'apparente pas, c'est Et, un scandale. et je l'ai dit. Il y a un D'accord. respect pour tous Donc, ceux qui ont vous été dire contaminés. que on est d'accord, on s'interroge. Mais moi, je vous parle, au moins j'ai été dedans et je me suis mouillée. Parce que ce n'était pas simple. 6 mois auditionnés, 6 mois à entendre des vérités, des paroles, mais bouleversantes. Sur l'eau, enfin, on a parlé de l'eau, donc des problèmes qui durent depuis longtemps, effectivement. Alors on va Oui. parler de l'eau. Enfin, c'est Monsieur sur Boudré, plusieurs choses, et puis donc on les va chlordécones, évoluer. etc. Mais enfin, effectivement, on voit que c'est des problèmes qui durent depuis longtemps et c'est pas la première fois qu'il y aura des députés. Enfin, donc, est-ce que depuis, c'est quoi? On est malchanceux depuis tombée d'année de ne pas avoir des députés. Enfin, pour nous, effectivement, pour reprendre ce que ma camarade disait, c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait une pression populaire. Et on voit très bien que, bon, ben voilà, sur les 5 années qui viennent de passer, et même les gouvernements antérieurs, que c'est pas l'Assemblée nationale, ce sont pas les députés qui se sont opposés, voilà, sur la question de la retraite. C'est les travailleurs qui s'y opposent dans les manifestations, dans leurs entreprises. C'est sur la question de la dégradation de l'hôpital public. Voilà, même encore aujourd'hui, c'est les soignants qui s'y opposent. C'est pas les députés. Sur les suppressions de postes dans l'éducation nationale, c'est les profs effectivement qui s'y opposent. C'est pas l'Assemblée nationale. Donc, et sur la question du chlordécone, effectivement, c'est une illustration de l'échec, enfin comment dire, de c'est quoi le capitalisme, en fait, de la mainmise économique, de la mainmise des capitalistes sur l'économie. Donc on voit que, voilà, Que tu as l'argent, la santé qu'il y a derrière peut être négligée. Enfin, malheureusement, mais je félicite le travail que vous avez porté et je suis assez outré du non-lieu que, justement, la Cour de Paris a prononcé. Et moi, ce que j'espère, c'est que vous soyez là ou plus là, que nous n'allons pas revenir dans les 20 prochaines années à devoir de nouveau se battre pour se faire entendre sur ce genre de questionnement-là. Et bon, j'attends un peu la fin des élections et les 5 ans à venir sur ce qui va être mis, mais comme je le dis souvent, pour la manière dont notre territoire va évoluer, viendra principalement de l'ensemble de la population. Principalement. Les maires, les députés et tout sont des outils en plus supplémentaires, complémentaires, mais en tout cas, ça ne se fera pas sans on est quoi, 380 000 habitants. Sans ces 380 000 habitants, on n'avancera pas convenablement. Et c'est pour ça qu'il est important, justement, que lorsqu'il y a des dossiers, que ce soit l'eau, le chlordécone et les sujets d'actualité actuellement, il faut que nous soyons attentifs. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait je ne sais pas, une meilleure communication dans ces domaines-là, parce que ce n'est pas normal qu'il y ait 23% à chaque fois de l'ensemble de la population qui s'exprime, et tous les électeurs, des inscrits. Même si je sais que même s'il y en a qui ne vont pas voter, il y en a qui sont engagés dans ce qu'ils font. Enfin, Voilà, donc maintenant, comment justement booster la participation? Et vous l'avez dit, un taux d'abstention record, que faut-il faire pour que les électeurs puissent se déplacer? Est-ce qu'il y a une solution à cela? D'année en année, d'élection en élection, on dit, bon, l'abstention est record, mais que faut-il faire? Ce que je vais dire tout d'abord une chose, mais c'est pas pour égayer la galerie. Je dirais que tout d'abord, l'abstention, c'est pas propre à la Guadeloupe. C'est un phénomène en Guadeloupe, ailleurs, mais aussi dans l'Hexagone. Deuxièmement, je dirais que nous avons un problème. Il faut restaurer la confiance entre les populations et les politiques. Il faut restaurer cette confiance. Et ça passe par quoi? Par le dialogue social, par la cohésion, par l'échange, par la pédagogie, par l'explication, par les discussions, des échanges thématiques
il faut faire de la pédagogie sur ce qu'on fait et sur ce qu'on dit. Il faut être au plus proche, au contact. Moi, je le suis déjà et je suis sûre que beaucoup le sont déjà. Mais il faut faire plus, davantage et encore avec beaucoup plus d'efficacité. Comment redonner confiance? Parce que la population dit, nous, on n'a pas confiance, on ne nous dit pas la vérité sur certains sujets, etc. Donc, comment ramener cette population? Comment faire? Mais est-ce que pour je peux qu'elle- vous poser une question, pour qu'elle Madame Boissé? puisse Est-ce que vous savez que la revenir? population n'a pas confiance non plus dans les autres catégories, aussi bien les organisations syndicales et autres? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce Pourquoi? qu'il y a eu la fin des partis, des organisations politiques, qui à l'époque, effectivement, faisaient des formations, qui accompagnaient à la formation, qui accompagnaient au volontariat, au bénévolat. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons plus ces formations-là au niveau des partis politiques, au niveau des grandes organisations. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de formation au niveau des partis politiques. On a vu avec le Parti communiste, c'était vraiment l'ancrage du Parti communiste à Parti l'époque. communiste, du La PLG, formation. c'était la formation, toujours la formation. Aujourd'hui, il y a une difficulté. Et ça, je peux vous dire que nous le payons cash. Je pense que les gens participeraient plus s'ils sentaient que les représentants les représentaient. S'ils sentaient que, par exemple, lorsqu'on a une population qui est majoritairement pas vaccinée, leurs élus le montrent à l'Assemblée, je pense qu'ils se sentiraient représentés. Et que lorsque les gens ont perdu espoir dans les politiques parce que ce qu'ils expriment à leur politique n'est pas exprimé au final, ils ne se sentent pas représentés, ben, du coup, effectivement, les gens perdent tout intérêt puisque leur avis n'est pas écouté, leur avis n'est pas donné là où il doit être donné. En tout cas, moi, je peux vous dire que la population guadeloupéenne aujourd'hui n'a pas confiance aussi bien à un manque de confiance dans les organisations politiques, mais aussi dans les organisations syndicales. Certainement, mais les syndicats je peux vous le dire, dans les organisations ne représentent syndicales, que les travailleurs pour qui sont syndiqués chez eux. mais moi, je vous le dis, moi, je vais vous dire, je n'ai pas la science infuse et je ne crois pas être toutologue, mais je vais à la rencontre des gens. J'entends quand les gens parlent. Moi, quand j'entends une mamie me dire, moi, j'ai confiance en mon médecin de famille, mais je n'ai pas confiance même aux associations, il faut s'interroger. Mais c'est vrai, et je pense qu'il faut aller mais plus j'espère loin. que les syndiqués ont confiance en leurs syndicats et que la population Non. devrait avoir Moi, confiance je vais vous en dire, leurs élus. il faut aller... Parce que chacun a une place. Mais madame, il faut aller plus loin dans ce que vous dites. Moi, je ne suis pas venue sur ce plateau dans un débat politique avec cette jeunesse de Guadeloupe engagée. Moi, je suis venue pour dire les choses. Et je ne fais pas de la démagogie ou Mais du nous populisme sur exprimons ce juste plateau avec différents vous. avis, hein. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la population, moi, quand je rencontre une mamie ou je rencontre une jeune qui me dit « Moi, j'ai confiance en mon médecin de famille et en seulement mon médecin de famille », eh bien, moi, je m'interroge. Je m'interroge. Et ce n'est pas propre à la Guadeloupe, je le dis. Et il serait bien que ces personnes-là répondent du coup du manque de confiance de la population envers eux. Mais il serait bien aussi que les élus comprennent que si on n'a pas confiance en eux, ce n'est pas un concours envers qui on a le moins confiance en fait. Parce qu'ils ont confiance en leur médecin de famille, c'est bien pour eux. Moi personnellement, je n'aurais pas tenu ce discours. Mais est-ce que tout le monde va dire ça? Est-ce qu'on peut se réfugier derrière le manque de confiance de la population envers une catégorie de personnes alors que pour dire qu'ils n'ont pas confiance en nous? Il ne faut pas se réfugier. Là, il faut porter une réflexion sur ce que nous vivons aujourd'hui sur un petit territoire comme la Guadeloupe. Parce que certes, c'est mondial ce qui se passe avec le développement du populisme, mais sur un petit territoire comme la Guadeloupe, il faut vraiment s'interroger. Je pense que vous avez raison. Il faut s'interroger. Pour s'interroger, il faudrait peut-être aller jusqu'à chiffrer les choses, pas juste un ressenti. Alors nous, en combat ouvrier, on appelle justement tous les travailleurs, les chômeurs, tous ceux qui sont lésés en fait dans cette société, c'est-à-dire tous ceux qui font partie de la Guadeloupe, parce qu'il n'y a pas une seule Guadeloupe, hein, il y a deux Guadeloupes. D'un côté, la Guadeloupe des gros possédants, des riches qui n'ont pas de problème d'argent, et de l'autre côté, la Guadeloupe, des travailleurs, des salariés, des chômeurs, de ceux qui sont privés d'emploi, des petits artisans, commerçants, retraités. Et donc, nous, on appelle cette deuxième Guadeloupe-là
à faire de la politique pour prendre son destin en main, son sort en main, ne pas compter sur des politiciens qui veulent se faire passer pour des sauveurs suprêmes en disant votez pour nous, on va faire ci, on va faire ça. Non, la clé, elle est entre les mains de la masse, voilà, de la masse des travailleurs, de la population. Et d'ailleurs, on voit que une partie des gens s'abstiennent, une autre partie vote pour des candidats, des aventuriers. Et en France, comme ici, les législatives sont un peu la suite des présidentielles. Il y a des candidats qui ont quand même surfé sur la réussite de leurs candidats au niveau national et qui ont fait des voix. Le Rassemblement national a fait beaucoup de voix, dans la 3e circonscription notamment. Moi, Que pensez-vous de cela? Tiens, justement, j'y viens. Je profite pour dire que, pour mettre quand même en garde la population, parce que, ce parti se présente comme le principal opposant à Macron, mais l'opposition, elle viendra des luttes des travailleurs, des luttes des exploités pour refuser leur sort, pour freiner justement la crise qui s'aggrave. Et pas en croyant en un sauveur suprême, et surtout pas un parti dans lequel y a des racistes notoires, il y a des suprémacistes blancs notoires. C'est un parti qui risque de se retourner en fait contre nous, et surtout quand on est un travailleur, et quand on est un travailleur qui vient d'un territoire qui a été colonisé. C'est un parti qui a défendu la colonisation, l'impérialisme français. Et quand on est un travailleur ici, on vote pour le Rassemblement national, c'est un peu comme se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, nous quand même on tient à mettre en garde contre ça. Et quand il y a eu des luttes, des grandes luttes, notamment en 2009, les dirigeants du RN ont traité les syndicalistes de terroristes. Et récemment encore, quand il y avait l'explosion sociale, Marine Le Pen a demandé pourquoi le gouvernement n'était pas plus dur et n'envoyait pas plus de forces de l'ordre. Donc voilà, attention, nous on tient quand même à mettre en garde et à dire qu'il ne s'agit pas de diviser la population entre elles, entre de souches immigrées, pas immigrées. En fait, on a un combat collectif à mener contre ce système capitaliste, et c'est pas en divisant, les gros, les puissants, ils continuent tranquillement à faire ce qu'ils ont à faire, et nous, on est en train de se battre entre nous. Donc, au niveau de combat ouvrier, pas question. Merci. Donc, on a vu, ça a été une ébauche de débat entre les jeunes et puis Madame Bénin. Maintenant, place au deuxième tour. Donc, on verra si la population décidera de se déplacer et de faire mentir tous ceux qui disent que de toute façon, l'abstention dorénavant sera la grande gagnante de ces élections. Alors, comment pensez-vous vous démarquer, en tout cas avancer pour ce deuxième tour et conforter votre avance, notamment? Tout d'abord, moi, je fais confiance à la population. Nous avons une population très mature. Moi, je fais confiance à notre population. Il s'agira, en tout cas pour moi-même et pour mon suppléant Bernard Pancrève, avec l'ensemble de nos amis, d'amplifier, de renforcer la mobilisation sur l'ensemble des territoires que compose la deuxième circonscription. Nous avons 3 jours de campagne, mardi, mercredi et jeudi. Et les personnes, les populations, les électrices et les électeurs connaissent déjà le bilan. Il s'agit d'aller à nouveau à leur contact, un corps à corps, sur l'ensemble de ces territoires, pour leur dire simplement les choses, leur expliquer, et encore plus de pédagogie. Et j'ai confiance en cette population, et c'est pour ça que je lance un appel au rassemblement, à l'unité, et non à la division, mais à l'unité, au rassemblement et à la réconciliation que symbolise bien sûr Bernard Pancrève et moi-même. Est-ce que vous êtes quand même un petit peu inquiète lorsque vous regardez de manière globale ce qui s'est passé pour ces élections, lorsqu'on voit que la NUPES sort en tête, pas de beaucoup c'est vrai, mais sort en tête? Êtes-vous inquiète? Non, je ne suis point inquiète. Moi, tout d'abord, je pense à l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Je pense déjà, et je suis sûre que nos électrices, nos électeurs,
eh bien, comprendront l'enjeu de cette élection, qui n'est point de voter pour un tel ou un tel, mais pour justement la Guadeloupe de demain. Après, s'agissant de l'Hexagone, la NUPES, ensemble, eh bien, nous verrons dimanche. Nous verrons, tout simplement. Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous verrons. Et déjà, nous conforter dans le cadre de ces élections pour arriver victorieuse samedi. Alors, un petit tour de plateau rapide. Le mot de la fin avec vous. On va faire un tour de plateau juste après Madame Bénin, Monsieur Coudray. Oui. Juste quelques mots pour conclure. Nous, enfin bon, toujours sur les élections, au deuxième tour, bon, on soutiendra. Pas de consigne de vote. Nous, on soutiendra pas de candidat. Donc, on appelle après ces élections les travailleurs, les petites gens à nous rejoindre, à militer avec nous pour construire en fait un parti des travailleurs, un parti qui puisse représenter justement les travailleurs, les chômeurs, les petits retraités, les petits artisans, petits commerçants, construire ce parti qui puisse peser dans la société et enfin dans les décisions qui sont prises politiquement. CJ Esdras. Moi, je dirais que pendant que nous parlons, des milliers de personnes continuent à tomber dans la pauvreté. Une guerre mondiale plane, une menace de guerre mondiale plane sur la planète. La population s'appauvrit, les prix augmentent, le chômage augmente. Moi, je pense que nous n'avons rien à perdre à se débarrasser du système capitaliste pour pouvoir construire un monde meilleur. Donc nous, à Combat ouvrier, nous sommes des militants. Au-delà des élections, nous sommes des militants de la classe ouvrière, nous sommes dans les luttes. D'ailleurs, on a tenu à être la voix de tous ceux qui se battent, les soignants suspendus, les travailleurs d'ArcelorMittal qui sont en grève depuis près de 300 jours maintenant, les travailleurs qui partout sont au combat contre l'exploitation, contre l'oppression. Et nous continuerons donc à défendre le camp des travailleurs. Merci. Béclair Tabja. Alors moi, j'espère que les gens se déplaceront, même si c'est pour voter blanc, même si ce qui est proposé ne leur plaît pas, pour qu'on puisse un jour pouvoir, que le vote blanc puisse par exemple annuler une élection, que les gens qui sont là, puisqu'ils ne vous représentent pas selon vous, ils ne puissent pas forcément se représenter, qu'arrêter l'abstention, parce que ça ne veut tout simplement rien dire, que les gens utilisent leur pouvoir de s'exprimer pour exprimer quelque chose réellement. Merci. Daryl Pézeron. J'espère que dans les prochains jours, il y aura une meilleure communication lors du deuxième tour pour ces élections, qu'on ait une meilleure idée de ce que chaque candidat député veulent proposer, en tout cas pour la population, et aussi comprendre aussi dans quel genre de commission ils voudront s'orienter une fois qu'ils seront élus. Ensuite, comme je le dis souvent, personnellement, pour l'avenir de notre archipel, ça se fera avec l'ensemble de la population. Que ce soit, peu importe les partis politiques, peu importe l'âge, quel qu'il soit, pour que la Guadeloupe avance, elle a besoin des Guadeloupéens. Par contre, ce que j'aime dire assez souvent sur ce plateau, la France a besoin de la Guadeloupe, mais pas forcément de sa population. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut qu'on soit attentif. Et c'est pour ça que, pour répondre à nos problématiques, nous devons être en première ligne. Et ce sera uniquement comme ça que les choses évolueront pour le mieux. Merci Daryl. Dernière question à Justine Bénin. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous irez voir les autres candidats, essayer de voir, faire des alliances, etc. Est-ce qu'on peut dire que vous ferez comme ça? En tout cas, leur demander de voter pour vous, d'appeler à voter pour vous. Moi, ce que j'ai fait, je lance un appel à une large mobilisation autour des candidats Justine Bénin et Bernard Pancrel. Et nous symbolisons le rassemblement, l'unité et surtout le travail au quotidien, la compétence. Donc, voilà, et je dis aux populations de se déplacer, d'aller voter. Et je rappelle que le vote des femmes, eh bien, c'est en 1946. C'est pas très loin. Et elles se sont battues pour avoir ce droit de vote.
Donc il nous faut nous déplacer, il faut aller voter. Et c'est vrai, peut-être plus de pédagogie, expliquer davantage c'est quoi le rôle, les missions, les fonctions du député. Un député, pourquoi faire avec dire ce qui s'est passé et peut-être, je ne sais pas, parce que je dis ça, mais en même temps, avec la permanence, avec le fait d'avoir fait des bilans tous les 6 mois, jusqu'à la période Covid, avant le confinement, avoir été une députée active, alors une députée efficace sur le nombre d'amendements, sur le rapport parlementaire, sur la loi sur l'eau, je considère qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette défiance, je l'ai dit au départ, qui est globale, mais il faut absolument, par rapport à notre petit territoire de la Guadeloupe, que nous puissions sensibiliser davantage notre population. Et M. Pézeron, vous le dites si bien, eh bien oui, on n'est rien sans notre population. Ça, tout le monde le sait, c'est clair. Parce que c'est la population qui vous élit, vous êtes légitime. C'est la population qui vous rend légitime à vous exprimer sous tel ou tel dossier, aussi bien au Parlement qu'au niveau de la collectivité municipale, qu'au niveau des collectivités majeures, régions, départements. Mais je le dis aussi, les populations savent faire la distinction entre les différents moments des élections. Voyez, au municipal, il n'y a pas tant d'abstention que cela. Au municipal. Donc forcément, vous ne comptez pas sur les consignes de vote des autres candidats. Vous vous dites c'est sur le terrain que ça se gagne. C'est sur le terrain. Une affaire personnelle. C'est sur le terrain que ça se gagne, le corps à corps avec nos populations, l'amour que vous dégagez et bien sûr le bilan que vous avez présenté, surtout pour un candidat sortant. Et surtout, peu importe qui sera élu, peu importe, dans tous les cas, ça doit être dans l'intérêt et seul l'intérêt de la population doit primordier. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'appelle ça se faire des illusions, mais c'est ma conclusion. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Puis nous poursuivrons la semaine prochaine avec d'autres émissions sur ces élections législatives. Ça sera pour le 2e tour du 18 juin. Donc, nous serons présents au rendez-vous. Excellente fin de soirée à tous. Allez, M. Pézeron, madame. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.